De rêve qui réunit des collègues dont j'ai l'immense chance qu'ils soient devenus des amis. L'admiration que je leur porte est assez infinie, et puisque les lapsus sont les plus révélateurs, je dois préciser à Bernard et Sylvain que dans les copies de mes étudiants, vous êtes parfois remplacés par Freud et Winnicott, ni plus ni moins. C'est dire la manière dont je parle de vous. Winnicott, Freud. Winnicott et Freud. Anat. Alors la thèse a été une belle excuse à notre amitié, je crois, parce que si nous nous étions rencontrés par un autre hasard heureux, on aurait tissé le même lien, j'en suis certaine. Et depuis que tu as rendu ta thèse, on n'a de cesse de chercher des excuses pour continuer à travailler ensemble, à se voir. Je crois que c'est infini dès lors qu'on l'a décidé. Exactement. Alors bon, moi j'ai le goût du risque, avec tous les filets de sécurité que j'ai bien vérifié avant. Vous voyez, c'est par exemple assez limité. Et donc je vais vous parler de domination dans un environnement suprasécure, pour pouvoir le faire le plus sereinement possible, avec une précaution verbale, parce que il me semble nécessaire qu'il est très difficile d'aborder ces thèmes, et notamment l'attaque du féminin, sans tomber, et j'ai essayé, sans tomber dans l'écueil d'une lecture qui serait binaire, et qui serait univoque. Et aborder des exemples de domination peut effacer les champs où cette domination ne s'exerce plus autant, ne s'est pas forcément exercée. Donc voilà, je mets cette précaution verbale que je vous laisse en fil rouge pour tout le long de mon exposé, afin de corriger ce qui vous semblerait peut-être trop caricatural malgré ce que j'ai souhaité. Alors, je vais commencer par une lecture d'un passage de Jean Anouilh qui réinterprète Médée. Alors, je pense que le teasing est possible. Il n'y a pas trop de suspense pour le devenir de Médée. Et donc, Jason, qui est Jason, qu'est-ce que j'ai dit? C'est marrant parce que je me suis fait la réflexion. Ouais. Jason. Donc Médée, pour resituer un tout petit peu, elle s'est abandonnée à Jason en perdant complètement ce qui aurait pu faire sa richesse, c'est-à-dire le peuple auquel elle appartenait, sa fille de roi, etc. Elle renonce à tout pour se lancer dans cette histoire d'amour avec Jason ou Jason, et voilà qu'on arrive le moment où séparés, puisque Jason accepte une nouvelle épouse, sortie, plus fragile que ne l'a pu l'être Médée. Et donc ils ont un échange, et Jason va à elle, Médée, il lui prend le bras. Je t'ai aimée, Médée, comme un homme aime une femme d'abord. Tu n'as sans doute connu, goûté que cet amour-là. Mais je t'ai donné plus qu'un amour d'homme, peut-être sans que tu l'aies su. Je me suis perdue en toi, comme un petit garçon, dans la femme qui l'a mis au monde. Médée, tu parles doucement, Jason. On va y arriver. Et tu dis des mots terribles, comme tu es sûr de toi, comme tu es fort. Oui, je suis fort, Médée. Race d'Abel, race des justes, race des riches, comme vous parlez tranquillement. C'est bon, n'est-ce pas, d'avoir le ciel pour soi et aussi les gendarmes. C'est bon de penser qu'un jour, comme son père et le père de son père, comme tous ceux qui ont eu raison depuis toujours, c'est bon d'être bon, d'être noble, d'être honnête. Et tout cela donné un beau matin, comme par hasard, quand viennent les premières fatigues, les premières rides, les premiers ordres. Cette citation met en exergue à quel point les forts ont bénéficié du hasard du naître du côté des désignés forts. Dans les premières faiblesses de l'âge, le privilège devient une évidence aussi importante qu'ancestrale. L'étendard du groupe social se dresse sans que l'individu n'ait besoin d'une revendication quelconque. Ce groupe fort, circonscrit par l'exclusion de ceux, en l'occurrence celles, qui n'en font pas partie. Cette assignation est redoutable car présente d'emblée. Si ce n'est les 2 premiers mois du fœtus. Des réactions similaires de bébés sont interprétées différemment selon s'il s'agit d'une petite fille, agitée, exigeante, ou d'un petit garçon plein d'énergie volontaire et dégourdi,
À l'orée du désir d'enfant, le maternage est valorisé pour la petite fille. L'idéal féminin est incarné par la mère pour le petit garçon, dont les mouvements oedipiens s'emparent avec joie de cet îlot féerique. Le Jason d'Anouilh clame son amour passé ainsi. Je me suis perdu en toi comme un petit garçon dans la femme qu'il a mis au monde. L'amour absolu est celui de l'homme se faisant petit garçon de sa femme, placée en rôle de mère. Gare à Médée qui n'a que faire de cette place prétendument valorisante. La passivité de la mère apparaît au mot dans la femme qu'il a mis au monde. Dans un système de maîtrise, l'homme dépossédé de l'emprise du corps de la femme lors de la grossesse se trouve parfois confronté au fantasme incestueux car elle est devenue mère. La grossesse et le soin au petit homme serait d'accueillir et de laisser grandir en son sein avec un sourire béat de gratitude. Les femmes sont assignées à un rôle de bonne mère en devenir pour les petites filles et honteusement dépassées pour les femmes sans enfants. L'identité de femme dans notre société se pense encore trop souvent avec le prisme de la maternité. Les injonctions paradoxales sont fortes et l'accomplissement voué à l'échec car la mère ne peut se revendiquer femme en dehors de la maternité. Évidemment, les combats féministes, comme vous l'avez rappelé, Sylvain, ont permis grandement d'avancer sur ce point, faisant valoir que la femme ne se réduit pas à sa capacité d'enfanter. Il faut bien sûr différencier femme et mère. Il n'en demeure pas moins que l'attaque du féminin cible encore en grande partie ce pouvoir d'enfanter. La perpétuation de l'espèce passe par le pouvoir exclusif des femmes de pouvoir avoir un enfant. La femme peut faire un bébé toute seule, tandis que l'homme est tributaire du corps de la femme. Il faut attaquer cette potentialité dans une maîtrise présente d'emblée, sans compter l'incertitude d'être, pour l'homme, d'être le père, qui est également en jeu. L'expression du féminin n'est pas supportable pour tout ce qui concerne leur corps. Le tabou de l'expression du féminin lié à sa douleur est violemment rejeté. La douleur au féminin est aussi niée qu'elle est posée comme une condition du féminin qui souffre en silence. La prise en charge de la douleur spécifique au corps de la femme est assez peu prise en considération. Cela ne fait qu'une petite quinzaine d'années que les femmes sont incluses dans le processus de test des médicaments. Avant, la balance était exclusivement masculine, explique le professeur Elisabeth Éléphant, membre de l'Académie nationale de médecine. Elle nous précise, à la fois pour les animaux qu'on teste avant la mise sur le marché des médicaments qui n'étaient que des mâles, puis pour les essais cliniques réalisés sur des personnes volontaires qui étaient exclusivement des hommes. Pourquoi une telle mise à l'écart ? Elle répond, on avait peur des grossesses chez les femmes et des coûts liés en cas de problème. Ainsi, jusqu'en 2010, l'industrie pharmaceutique a pu s'affranchir de la connaissance des spécificités du corps féminin et obtenir, malgré tout, une mise sur le marché et les bénéfices qui en découlent, des produits. La parité dans ce domaine est encore trop récente pour que les effets secondaires de médicaments faisant des dégâts sur le corps des femmes soient dépassés. La reconnaissance de ces maladies consécutives aux traitements adaptés au corps d'homme reste un combat à mener. Je ne voudrais pas, mais je vais le faire quand même, dire que les femmes ont eu des doses de cheval, là où elles auraient dû avoir des doses ajustées à leur corps, mais lors d'une spécificité du cycle. Les enjeux spécifiques liés à cette considération tardive sont très forts. Le corps féminin qui souffre doit s'ajuster au niveau d'expression masculine de la douleur pour la même cause qui n'existe pas chez eux. Nous pourrions tenter la formulation suivante. Ce dont ne souffrent pas les hommes ne bénéficient pas d'une reconnaissance et d'une prise en charge adaptée pour les femmes. La grossesse est un exemple paradigmatique. La grossesse n'est pas une maladie, mais on a pourtant tous les symptômes. Les nausées, la fatigue, les tiraillements douloureux et tant d'autres manifestations compliquées doivent être masquées, ne pas faire l'objet de plaintes et donc certainement pas d'arrêt de travail. Judith Aquin, j'espère que je prononce bien, pas trop la tête, a écrit un livre dénonçant ce diktat du silence imposé aux femmes durant les 3 premiers mois de grossesse. Pourtant, souvent très angoissées par le risque de fausse couche qui s'élève en moyenne à 20%, et ce quasiment quel que soit l'âge. Le choix de préserver l'intimité du couple qui garde pour lui cette nouvelle de la grossesse est évidemment à différencier du silence imposé par notre société. Si la fausse couche advient, elle sera gardée sous silence et donc le soutien qui aurait pu en découler est impossible. L'expression de fausse couche est d'ailleurs très discutable car recouvre des réalités très différentes, passant d'un faux départ de quelques jours à décrire l'arrêt de la grossesse de plusieurs mois. Un seul et unique terme pour décrire des réalités si distinctes
renvoie à l'effacement de la subjectivité de chaque femme de vivre cette expérience en fonction de son histoire et non des dictats médicaux, entre autres, manquant cruellement de nuances. Je me souviens avec effroi de cette étudiante qui évoqua dans un TD il y a une bonne dizaine d'années l'expérience suivante. Elle nous dit et nous partage en supervision avec énormément de courage. J'ai prévu ma référente de stage que je faisais une fausse couche et qu'il me faudrait peut-être sortir pendant le groupe. À un moment, j'ai dû sortir sentant que le flux était trop fort. Je n'ai pas pu revenir avant la fin du groupe. Ma tutrice m'a reproché sèchement d'avoir quitté le groupe et m'a dit que je n'avais pas à déballer ma vie personnelle. Le groupe, essentiellement féminin, s'est figé et nous avons pu lui exprimer, comme on pouvait, notre soutien ensuite. J'ai eu moi-même des réticences à en faire part aujourd'hui, alors même que l'étudiante a pu dire « Je n'ai pas m'en cacher honteusement ». Elle avait bien raison. Écrire ce que cette étudiante partageait courageusement me paraît nécessaire. Elle n'était aucunement hors du cadre universitaire car elle révélait un conflit avec sa tutrice. Elle avait eu le courage d'évoquer la raison principale du conflit. Le tabou de l'expression du féminin est extrêmement violent. Aurait-on la même réserve à l'égard d'un homme qui aurait décrit les douleurs d'une appendicite ? Je ne le crois pas. L'injonction paradoxale de la tutrice me paraît révéler un paradoxe. Tenir bon, quoi qu'il arrive, et ne pas évoquer les impossibilités pourtant inévitables. Une femme qui exerce cette violence sur une autre femme n'est absolument pas exceptionnelle. Les femmes sont également sous emprise des pressions de la société. Les hommes aussi d'ailleurs. En effet, l'attaque du féminin renvoie à la domination masculine qui nous semble découler d'une domination d'un modèle économique libéral dont les hommes sont également les victimes. L'assignation à résidence de la mère parfaite qui serait au foyer trouve son corollaire chez l'homme qui peut être mobilisé à la guerre et malheureusement, en 2025, j'ai le regret de penser que c'est encore d'actualité. Le droit de vie et de mort sur l'homme citoyen existe. Il se trouve pris dans des conflits et sa mission est présentée comme patriote, où il se doit d'être prêt à mourir dans des conflits au fondement souvent exclusivement économique. La domination générale n'a pas attendu le monde libéral contemporain. On retrouve trace de l'expression de celle-ci avant l'ère industrielle, bien sûr. Nonobstant, il serait réducteur de simplifier le débat à l'idée que les hommes sont les privilégiés, les femmes dominées et les deux soumis au monde économique. La Bible en son temps le pointait déjà, tu enfanteras dans la douleur. Toutefois, on assiste à une régression des combats, où l'on se doit de défendre à nouveau, pour ceux qui avaient tardé à faire évidence, d'égalité de traitement au prix de combats pourtant chèrement menés. La logique et la mécanique implacable prend une tournure mondialisée inquiétante. Par exemple, en 2025, nous assistons sidérés à l'effacement aux États-Unis de toutes les recherches universitaires dont le mot appartient à une liste noire. Les mots « femmes » et « trauma » en font partie. Les recherches médicales se voient privées de financement et de possibilité de perdurer, car relevant d'une recherche spécifique au corps des femmes. Les médecins s'insurgent de ne plus pouvoir mener des recherches spécifiques médicales, purement médicales, les enjeux psychiques ne sont même pas en question, sur des traitements pour des cancers de petites filles et de petits garçons, où il faut aborder les choses différemment. L'effacement de l'histoire des femmes se fait par les dominants, mais aussi par les dominés. Geneviève Fraisse le dit ainsi, et je cite Geneviève Fraisse, que je reprends dans un livre de Jennifer Tamas, dont je vous conseille la lecture de ses ouvrages, et notamment Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard féminin, du regard masculin. Et j'ai la chance d'avoir sympathisé avec Jennifer et de découvrir tout son travail extraordinaire. Elle enseigne aux États-Unis, mais elle est française et donc elle a une lecture de toute la littérature classique. La domination des femmes par les femmes, vraiment ? J'apprécie la malice du mot « vraiment » où se côtoie le vrai et le mensonge avec une grâce affirmée. Jennifer Tamas, dont je vous parlais, l'énonce ainsi. Servitude volontaire ou aliénation à la loi des hommes ? On pourrait peut-être imaginer que le jour où les femmes s'affranchiront de la culture masculine, la violence à l'égard des femmes s'estompera davantage. La violence de constater l'émancipation de l'autre quand le sujet se sent condamné dans sa condition peut conduire à une tentative d'exercer le pouvoir à son tour. Deux choix semblent se dessiner chez le sujet dominé. Passer à la position d'oppresseur dans une tentative de reprendre le pouvoir, bien que par délégation, ou subir silencieusement en faisant tout pour tous. Certaines femmes se reconnaîtront.
Ces deux alternatives pourraient être pensées comme les extrémités d'une même échelle contenant un continuum de réactions. La femme directrice tyrannique et la femme qui supporte sans rien dire échouent toutes deux, au regard de la société, à atteindre la forme idéale féminine qui concilie l'inconciliable. À l'image de cette figure de propagande stalinienne, le travailleur idéal accumule les heures avec facilité et envie. La femme ne dispose pas d'image aussi illusoire soit-elle. Aucune image d'Épinal ne concilie la femme qui travaille et se réalise en tant que mère. Le paradoxe est un sens interdit, doublé d'une obligation d'accélérer. Sois mère au foyer et tais-toi en travaillant. Qu'en est-il des mécanismes intrapsychiques ? Le trauma paraît être un modèle susceptible de nous être utile. Le sujet qui subit une expérience qui fait effraction de son système de parexcitation se trouve placé en spectateur de ce qui se joue dans sa vie et dont il s'absente pour survivre. Survient ensuite les tentatives effrénées de rejouer cette scène afin d'en être cette fois-ci acteur et espérer reléguer la passivité au passé. Pourtant, cette tentative d'élaboration est vouée à l'échec et condamne le sujet à la répétition de la violence. Échapper dans le présent au destin passé, voilà un vœu pieux qui perpétue la violence tel un désespoir acquis. L'autoclivage narcissique, évoqué par Ferenczi, fait naître l'espoir de préserver le reste en sacrifiant une partie. Or, l'énergie consacrée à isoler ce qui a été le plus touché par le trauma prive le reste d'une irrigation libidinale vitale. La nécrose advient, donnant pour mort le moi qui survit dans un environnement qui semble factice car insensible aux angoisses archaïques. Avec la crainte de l'effondrement, Winnicott pointe le trauma de ce qui n'a pas pu advenir et devient une crainte menaçante de surgir dans le futur. Le sujet effrayé craint ce qu'il a déjà vécu comme pouvant advenir dans le futur. Ça a déjà eu lieu, mais éventuellement rassurant pour le patient qui est accompagné par un thérapeute qui mesure la déflagration de cette annonce qui pourrait se résumer « N'ayez plus crainte du futur, le pire vous est déjà arrivé ». Mais revenons-en à nos moutons. Quel est le lien avec la domination du féminin ? Nous faisons l'hypothèse, maintes fois étayée par de nombreux auteurs, que la société crée les conditions d'une domination du féminin présente d'emblée, précédant le sujet. Et ce qui a été dit précédemment me semble conforter cette idée. Le trauma en creux d'une identité aux idéaux en paradoxe a des effets sur la femme que nous supposons facteurs de sa domination. Divers domaines peuvent illustrer cela. Le soin accordé aux bébés, filles et garçons, le traitement de la douleur chez les femmes et la reconnaissance tardive de la nécessité de prendre en charge la douleur du bébé. 1985, il me semble, pour l'anesthésie. Prenons pour exemple le choix des layettes pour nouveau-nés. Il suffit de déambuler, puisqu'on parlait des jeans, on peut parler des layettes, il suffit de déambuler dans un magasin pour faire le constat que les vêtements pour petites filles sont bien plus nombreux, colorés, originaux que ne le sont ceux pour garçons, et j'en sais quelque chose. La pluralité des rayons filles pourrait créer l'illusion d'un investissement plus grand à leur avantage, une fois n'est pas coutume. À y regarder de plus près, l'objectivation du corps du bébé-fille doit être envisagée malheureusement. Paraître et se parer comme message subliminal. Nous voyons le mal partout enfin. Les habits en question nous ramènent à cette hypothèse avec la rapidité d'un élastique qu'on aurait lâché abruptement après étirement. Des pantalons pour être à l'aise et des vêtements interchangeables pour les garçons leur permettent d'investir l'espace à l'aise dans leur corps. De jolies robes qui tournent pour les filles. Les études sociologiques qui ont étudié l'investissement de l'espace des cours de récréation pointent la part belle faite aux garçons, prennent toute la place dans la cour de récré. La jupe et la robe sont délicieusement mignonnes sur cintre ou portées en photo, mais dévoilent au regard le corps à cacher si l'envie venait à la petite fille de faire la roue ou autre cabriole. Les mignonnes petites ballerines sont un autre exemple qui limite la vitesse de course par rapport aux bonnes baskets confortables. Le lien avec le consentement est tout proche. Le corps de la petite fille est soumis au regard autrement que celui du petit garçon. L'intégration de la notion de consentement commence d'emblée. La manière dont les petites filles sont investies par la société induit des effets sur cette notion. Acquérir la notion de consentement et la capacité de dire non doit pouvoir débuter par un corps investi comme singulier et libre. Le soin au bébé accordé par la mère est lui aussi objet d'attaque parfois. Elle fait comme si, pas comme ça, ne l'habitue pas au bras, ensuite ton bébé il saura plus faire son.
La naissance à peine advenue, la séparation est déjà érigée en valeur morale en dépit d'une continuité d'existence avec un corps dans le corps, pas celui de Jeanne, pendant 9 mois. Le professeur Alain Vanier, dont j'ai eu la chance de bénéficier des enseignements, relevait que les visites à la maternité de la famille avaient pour vocation de rappeler à la nouvelle mère que son bébé ne lui appartenait pas. Les études ont montré que lorsque les visites à la maternité étaient interdites à la famille, grippe H1N1, Covid ou autres exemples, les nouveau-nés reprenaient plus vite du poids, et ce d'autant plus pour les bébés allaités. Et on sait les enjeux psychiques, les contextes psychologiques pour que l'allaitement se passe au mieux. La théorie de l'attachement a mis en évidence que l'autonomie de l'enfant sera d'autant plus rapide qu'il aura été sécurisé dans sa prime enfance. L'enfant qui peut s'assurer d'une base sécurisante construit des modèles internopérants d'attachement bien plus efficaces que l'enfant tributaire d'un environnement aléatoire où la DZ est éprouvée quand le bébé est laissé seul trop petit. Prolongement narcissique de la mère, le bébé se voit investi comme un représentant de sa mère. La préoccupation maternelle, pour reprendre l'expression de Winnicott, focalise l'attention de la mère sur son bébé et peut être niée lorsqu'elle ne peut prendre soin de son bébé tel qu'elle le souhaite, ou en ressent le besoin plus exactement. Prendre soin d'une jeune mère, au sens où elle a un nouveau-né à charge, c'est lui offrir les conditions de prendre soin de son bébé à sa manière. Les implications psychiques sont d'ordre vital. En 2020, les équipes de néonatologie accueillant de grands prématurés voient la mortalité infantile remonter en flèche, faute de contact entre les bébés et leurs parents. La main de la mère posée sur son bébé, ça marche aussi, sur son bébé prématuré dans sa couveuse, stabilise le rythme cardiaque. Les enjeux sont vitaux de faire reconnaître ces critères psychologiques comme incontournables. La mortalité infantile en France nous classe parmi les derniers d'Europe quand nous étions les premiers il y a 30 ans. Les coupes budgétaires touchent toujours les plus vulnérables en premier. Et je voudrais terminer par une anecdote.